À Pâques, ma mère s'est moquée de moi, 33 ans, et toujours locataire. 2 semaines plus tard, mon frère l'a appelé, la voix tremblante, « Il faut que tu vois ça. Maintenant. » Je m'appelle Caleb Monroe. J'ai 33 ans, et il y a 8 mois, lors du repas de Pâques, ma mère s'est levée, a levé son verre. Et a informé 29 membres de notre famille que j'étais le seul Monroe qui n'avait toujours pas les moyens de s'offrir un toit au-dessus de sa tête. Elle l'a dit avec le sourire, comme s'il s'agissait d'un commentaire innocent, et non d'un verdict. À son âge, a-t-elle ajouté, le regard fixé sur moi. Un homme devrait au moins posséder quelque chose. Des rires se sont propagés, tout autour de la table. Du genre, pas trop fort, Peter, comme lorsque l'on ne veut pas être impliqué. Tout en ne voulant pas non plus montrer son désaccord. Mon père a hoché la tête, regardant le fond de son verre de vin. Comme s'il pouvait y trouver des instructions. Il était toujours d'accord, sans jamais dire un mot. Mon frère aîné, Andrew, s'est adossé à sa chaise, m'adressant un demi-sourire. Accompagné d'un léger haussement d'épaule. Le genre de réaction empathique. Ce genre de réaction qui veut dire « je t'aiderai », si seulement tu t'aidais toi-même. Chacun avance à son propre rythme, a déclaré Andrew. Assez fort pour que toute la table l'entende. Nous ne comprenons pas toutes les choses aussi vite. Ma mère s'est penchée vers lui, pour lui serrer le bras. Toi, tu l'as fait, s'est-elle exclamée, avec fierté. 5 chambres, et de bonnes écoles. C'est ça, la stabilité. Je suis resté là, ma fourchette suspendue au-dessus de mon assiette, laissant mon repas refroidir. J'ai senti mon visage rester impassible, tandis que quelque chose de chaud, et de métallique, se répandait sous mes côtes. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a exprimé la moindre inquiétude sur la façon dont je payais mes factures. Ou sur les raisons pour lesquelles je vivais là où je vivais. Mon existence avait déjà été résumée, pour eux tous. Éditez-la. Distribuez-la. J'ai souri. Je souriais toujours, car elle se trompait lourdement, mais pas de la manière dont quiconque, à cette table, aurait pu l'imaginer. 2 semaines plus tard, Andrew se tenait là, pétrifié, devant le portail de ma nouvelle maison. Le téléphone tremblait tellement dans sa main, qu'il a dû l'appuyer contre sa poitrine. Il n'est pas entré. Il n'a même pas sonné à la porte. Il est simplement resté là, à fixer les lieux, à composer un numéro, et à parler dans son téléphone. Avec une voix brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, « Maman ? Il faut que tu vois ça, tout de suite. » Mais ce moment n'était pas inattendu. Il s'était préparé pendant 14 ans. À l'époque, toute ma vie tenait dans un studio de 45 mètres carrés. Dans les quartiers de Portland. Une seule fenêtre, des murs fins, et un robinet de cuisine qui fuyait toutes les 4 secondes. Peu importe la force avec laquelle je serrais la poignée. Lorsque des camions de marchandises passaient sur la route principale, les vitres tremblaient. Comme si elles étaient sur le point de s'effondrer. Je ne détestais pas cet endroit. À 29 ans, je m'étais convaincu que c'était simplement le prix à payer, lorsque l'on repart de zéro. Et je dis bien, de zéro. Je travaillais comme analyste en cybersécurité, pour une entreprise de taille moyenne. Au centre-ville. Après 5 ans à jongler entre des contrats à durée déterminée. Et des missions temporaires qui semblaient s'éterniser, j'avais enfin obtenu un vrai poste. Le salaire était de 74,5 cents avant impôt. Les mensualités, pour rembourser mes prêts étudiants, s'élevaient à 1650 $. Je mangeais beaucoup de riz, de légumes surgelés. Et n'importe quelle source de protéines qui s'avérait la moins chère, cette semaine-là. Je conduisais une Honda Civic de 2013, avec un tableau de bord endommagé. Et une radio qui ne fonctionnait que lorsque l'on heurtait un nid de poule. D'une manière bien précise. J'avais un tableau Excel sur mon téléphone, les courses, l'essence, le loyer, et les économies. Il m'indiquait très exactement combien je pouvais dépenser, sans prendre de retard. Certaines personnes considèrent cela comme contraignant. Moi, j'appelais ça la survie. C'était l'histoire de ma vie, celle que ma mère aimait tant raconter à la famille.
Sauf qu'elle s'arrangeait toujours pour que les choses paraissent bien pires. Caleb loue toujours son petit studio, disait-elle lors des dîners de famille. Sa voix résonnant à travers la table. Ce truc qu'il fait dans la technologie, c'est tellement imprévisible. Je m'inquiète pour lui. Ce qu'elle ne révélait jamais, en revanche. C'était la raison pour laquelle je m'étais endetté pour mes études, en premier lieu. Quand j'avais 19 ans. 2 semaines avant de commencer ma première année à l'université d'État de l'Oregon. Ma mère m'a fait asseoir, à la table de la cuisine. Sa voix était douce. Elle s'était entraînée à adopter cette attitude. Comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait déjà décidé de l'issue d'une situation. Ton fonds d'études n'a pas survécu à la crise du marché, a-t-elle affirmé. Il n'y a plus rien. Je suis tellement désolé. J'ai pleuré. Elle m'a pris dans ses bras. Le lendemain matin, elle m'a aidé à remplir les papiers pour un prêt fédéral. Comme s'il s'agissait d'une procédure standard, et comme s'il n'y avait jamais eu d'autre option. Pendant ce temps, la vie de mon frère aîné, Andrew, a pris une direction totalement opposée. À l'âge de 28 ans, il a acheté un manoir de 5 chambres, sur les rives du lac Oswego. Il s'est marié, et il attendait son premier enfant. Lorsqu'on lui demandait comment il avait réussi cet exploit. Ma mère racontait toujours la même histoire. Andrew a épargné, disait-elle. Il a toujours été doué pour les finances. Il avait tout planifié, à l'avance. À Thanksgiving, elle faisait visiter sa maison aux invités. Comme si elle en avait elle-même conçu les plans, pointant du doigt les finitions, l'agencement. Et le jardin. Je restais assis au bout de la table, tandis qu'elle louait sa stabilité. Comme s'il s'agissait d'un accomplissement moral. Caleb cherche encore ses marques, ajoutait-elle, en me souriant. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Andrew hochait la tête, avec compassion. Parfois, il me tapotait l'épaule et me disait, « Tu y arriveras, mon vieux. » Comme si de simples encouragements pouvaient remplacer l'égalité des chances. Mon père ne l'a jamais contredite. Il coupait sa viande avec soin, et restait silencieux. J'ai cru ma mère de tout mon cœur, concernant ce fonds d'études. J'y ai cru, pendant de nombreuses années. J'ai construit ma vie d'adulte sur la conviction que j'avais simplement manqué de chance. Et qu'Andrew avait été mieux préparé. Cette idée a persisté, jusqu'à un simple appel téléphonique, un mercredi soir, en octobre 2023. Après cela, plus rien de mon passé ne m'est apparu de la même manière. L'appel est donc arrivé un mercredi soir d'octobre. J'étais assis sur le sol de mon studio. J'avais ouvert mon ordinateur portable, pour corriger les paramètres d'un pare-feu. En vue d'une présentation client, prévue le lendemain matin. L'appartement était silencieux, à l'exception du robinet. Ploc, ploc, ploc. Des intervalles de 4 secondes. Je n'avais même pas pris la peine de le réparer. Il y a des choses avec lesquelles, tout simplement, on apprend à vivre. Mon téléphone a vibré. Oncle Robert. Il ne m'appelait jamais. Nous nous envoyions des textos pour nos anniversaires. Et c'était tout. J'ai failli laisser l'appel partir sur messagerie. Caleb, a-t-il dit, lorsque j'ai décroché. Sa voix semblait tendue, comme s'il avait marché en rond pendant un moment. Ça fait longtemps que je retourne ça dans ma tête, et je ne peux plus garder ça pour moi. Attends, de quoi parles-tu, ai-je demandé. Il y a eu un silence. Je pouvais l'entendre respirer. Ta mère n'a pas perdu l'argent de tes études. Les mots avaient été prononcés, mais ils n'avaient pas encore de sens pour moi. Elle a tout retiré, a-t-il expliqué. La totalité. 47 920 $. En avril, juste au moment où tu as eu 19 ans. Je n'ai rien dit. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur, les lignes de code se brouillant sous mes yeux. J'étais à la banque, a poursuivi Robert. Je l'ai regardé. Pendant qu'elle signait le formulaire de retrait. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a conseillé de me mêler de mes affaires. Ensuite, elle a refusé de me parler pendant 2 ans et demi. Le robinet continuait de goutter, à un rythme régulier.
comme s'il faisait consciencieusement son travail. L'argent a été transféré directement sur son compte joint, celui qu'elle partage avec ton père. A-t-il déclaré. Andrew a signé l'achat de sa maison, 2 semaines plus tard. J'ai glissé du canapé, pour me retrouver sur le sol de la cuisine. Le carrelage froid s'est plaqué contre l'arrière de mes jambes. Le téléphone était fermement pressé contre mon oreille. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose, juste sous ma cage thoracique, est soudain devenu silencieux. Comme une veilleuse qui vient de s'éteindre. Tu es toujours là, a demandé Robert. Je suis là. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais tu méritais de le savoir. Oui, ai-je répondu. Ma propre voix ne me semblait plus être la mienne. Tout à fait. Avant de raccrocher, il a ajouté une dernière chose, j'ai conservé les relevés bancaires. Caleb. Tous les relevés. Fais-moi signe, quand tu seras prêt. La communication a été coupée. Je suis resté assis sur le sol, pendant un long moment, après ça. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Je me suis allongé sur le dos, fixant une tache d'humidité au plafond, et j'ai fait les calculs. J'avais contracté 48,000 $ de dette, lors de ma première année. Même avec une croissance prudente, ce fonds vaudrait beaucoup plus aujourd'hui. Cependant, l'argent n'était pas la pire partie de l'histoire. L'aspect le plus difficile, c'était de comprendre que ma mère n'avait pas cédé à la panique. Elle n'avait pas fait d'erreur. Elle avait fait un choix, délibéré, et elle m'avait menti à ce sujet, pendant 14 ans. Je ne l'ai pas confrontée. Cela m'a étonné, au début. La colère était bien là, brûlante, tranchante, et prête à exploser. Pourtant, je pouvais déjà voir comment cette conversation se déroulerait, image par image. Comme un film que j'aurais regardé toute ma vie. Si j'appelais ma mère, elle allait nier, minimiser les faits, ou pleurer. Créant ainsi un malentendu. Elle prétendrait que Robert était aigri, qu'il l'avait toujours détesté. Et qu'il essayait de m'empoisonner l'esprit contre la famille. Andrew la défendrait, sans même se rendre compte qu'il le faisait. Il dirait des choses comme « Maman ne ferait jamais une chose pareille » ou encore « Tu exagères la situation ». Mon père resterait assis dans son fauteuil inclinable. La télé allumait 3 crans plus fort que d'habitude, sans prononcer un mot. En moins de 48 heures, ma mère aurait contacté chaque tante et chaque cousin. Pour les informer que ce pauvre Caleb était dans une spirale infernale. Elle dirait que le stress du travail m'affectait, et que je faisais des crises. Parce que je manquais de confiance en moi. Je ne ferais pas que perdre le débat. Je deviendrais moi-même le problème. L'affrontement ne fait que donner une tribune aux menteurs. Je suis resté allongé là, cette nuit-là, à fixer le plafond. Je pouvais sentir quelque chose s'installer en moi. Pas de la paix, non, mais de la clarté, une conscience nette, et froide. De la façon dont cette famille fonctionnait. Si je gardais le silence, rien ne changerait. Je resterais cette note de bas de page, cet exemple à ne pas suivre. Le fils locataire, qui travaillait dans le domaine des technologies. Si je l'affrontais, je perdrais le contrôle de l'histoire. Aucune de ces deux options ne me permettait d'avancer. Alors, vers 1h40 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un tableau de bord, avec 3 colonnes, le revenu mensuel, l'épargne mensuelle. Et l'objectif. La cible n'était pas modeste. Elle se situait dans la moyenne des 7 chiffres. Je n'y ai rattaché aucune émotion. Ce n'était pas de la vengeance. C'était purement mathématique. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce qui était juste. La justice est un concept théorique. J'ai commencé à penser en termes d'effet de levier. J'ai décidé que je n'allais pas me battre pour obtenir le respect. Je n'allais pas mendier de la reconnaissance. Je n'allais pas m'expliquer auprès de ceux qui tiraient profit du fait de me rabaisser. J'allais bâtir quelque chose de si solide, que cela ne nécessiterait aucune défense. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai réglé mon alarme sur 6h15. Et je me suis endormi pour la première fois de la nuit. J'avais une présentation le lendemain matin, et un plan bien plus vaste, en cours de préparation.
Le lendemain matin, j'ai mis des vêtements propres, j'ai bu un café infect. Et je suis allé au travail, comme si de rien n'était. C'est devenu une habitude. Je n'ai fait aucune annonce. Je n'ai confronté personne. Je n'ai même pas dit à l'oncle Robert que j'étais prêt à voir les relevés bancaires, pas encore. Je me suis simplement présenté à mon poste, et j'ai travaillé, silencieusement, sans relâche. Et avec un niveau d'intensité que je ne me connaissais même pas. Il n'y avait qu'une seule personne, dans l'entreprise, en qui j'avais confiance, Diane Whittaker. Vice-présidente du renseignement sur les menaces. 56 ans. Une coupe au carré argenté. Elle portait ses lunettes de lecture sur une chaîne, comme une bibliothécaire. Et elle pouvait démanteler l'intégralité de votre réseau informatique en 12 minutes. Je ne lui ai pas parlé de ma famille. Pas à ce moment-là. Je lui ai posé une seule question. Que faut-il faire pour gravir les échelons, ici? Elle m'a fixé, par-dessus ses lunettes, pendant un long moment, sans me juger, ni m'évaluer. Tu fais déjà le travail qu'il faut, m'a-t-elle répondu. Tu dois juste arrêter d'être invisible. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. Une proposition pour mener un audit de sécurité, à l'échelle de l'entreprise. Notre plus gros client est un réseau hospitalier régional. Le précédent chef d'équipe a démissionné en plein milieu du projet. Les délais sont serrés. La visibilité est énorme, et il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est à toi, si tu le veux. Elle m'a prévenu que ce serait difficile. Si ça échoue, ça fera beaucoup de bruit. Si ça marche. Ceux qui sont au-dessus de moi apprendront ton nom. J'ai pris le dossier. Ma vie a été consumée par le travail, et par la discipline, tout au long de l'année qui a suivi. Des journées de 11 heures sont devenues la norme. En faire 13 n'était pas rare. Je transférais 35% de mon salaire vers un compte d'investissement, axé sur les fonds indiciels. Rien de spectaculaire, et je me forçais à oublier que cet argent existait. Le dimanche, je préparais mes repas de la semaine, poulet et riz. J'ai arrêté de sortir. J'ai annulé mes abonnements de streaming, non pas par misère, mais avec une intention précise. Chaque petit sacrifice avait un but. De retour à la maison, le robinet continuait de fuir. Je le laissais faire. Rien n'a changé, lors des dîners de famille. Ma mère continuait de dire à tout le monde que j'étais toujours locataire. Andrew continuait de hocher la tête, avec compassion. Mon père restait silencieux. Je n'ai pas contesté leur version de l'histoire. Ainsi, elle est restée inchangée. J'ai arrêté de parler de mon travail. Non pas parce que je le cachais, mais parce que... Chaque fois que j'avais abordé le sujet dans le passé, ma mère l'avait balayé du revers de la main. Comme si je parlais d'un simple passe-temps. La dernière fois que je lui avais parlé d'un projet réussi, elle m'avait demandé. Est-ce qu'ils vont te garder avec ces trucs d'ordinateur? En l'espace de 2 phrases, elle avait détourné la conversation. Pour parler de la rénovation du jardin d'Andrew. Alors, j'ai arrêté de parler. Et personne ne l'a remarqué. L'audit de l'hôpital s'est terminé dans les délais, en respectant le budget, et sans aucun incident. Le client a accepté de renouveler son contrat pour 3 ans. Diane m'a envoyé un email de 2 lignes, le dernier jour du contrat. Bon travail. Viens me voir lundi. Diane m'a de nouveau convoqué dans son bureau, 13 mois plus tard, un mercredi soir. J'ai d'abord cru que quelque chose s'était mal passé. Je me trompais. Elle m'a promu au poste de chef d'équipe. Mon salaire est passé à 118,000 $. Nouveau badge, nouvel étage, et nouveau titre dans l'annuaire de l'entreprise. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai pas appelé ma famille. J'ai simplement mis à jour mon tableau de bord. Une année peut tout changer, si vous ne passez pas votre temps à vous justifier. Noël est arrivé. Comme toujours, c'est Andrew qui nous a reçus. Chez lui, ça sentait la cannelle et la peinture fraîche. Il avait dépensé 36,000 $ pour rénover son salon. Ce qu'il a annoncé dans les 5 minutes suivant notre arrivée. Ma mère guidait les visiteurs, comme une conférencière de musée.
Andrew a choisi le bois. Lui-même. L'agencement de la cuisine n'était-il pas son idée? Voilà à quoi ressemble une vraie planification. Puis, elle m'a trouvé près de la table des boissons. Est-ce que tu loues toujours ce petit endroit? A-t-elle demandé. Oui, maman. Donc, j'imagine qu'au moins, tu mets de l'argent de côté, n'est-ce pas? Sa compassion était parfaitement dosée. Juste assez pour piquer au vif. Andrew est apparu, juste derrière elle. Tu sais, Caleb, si tu m'écoutais au sujet de l'immobilier, tu t'en sortirais bien. J'essaie juste de t'aider, a-t-il répondu. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Je ne le suis pas. Ma mère lui a tapoté le bras. Ton frère a acquis cette maison. Par ses propres moyens. C'est à ça que ressemble un projet de vie. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai souri, et je n'ai rien dit. Plus tard, dans le couloir, le beau-frère d'Andrew, Michael Reed, s'est approché de moi. Il semble avoir compris, lui, la vertu d'en dire le moins possible. Ta mère parle beaucoup trop, a-t-il remarqué avec douceur. Ne crois pas tout ce qu'elle raconte. Ce fut la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite, dans cette maison, de toute la soirée. Le comportement de ma mère est devenu de plus en plus agressif, en février. Elle a laissé un message vocal, provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Cette fois-ci, c'était une femme. La voix était agréable, et pleine de confiance. Bonjour. Caleb. C'est Rachel Collins. Ta mère a pensé que nous pourrions bien nous entendre. Je travaille dans l'assurance commerciale. Je suis propriétaire d'une maison. À Beaverton. Je l'ai supprimé. 20 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un texto. Rachel est une personne très désirable. Elle possède sa maison, sans aucun crédit. Caleb. Tu as 33 ans. J'ai répondu une seule fois. Je ne t'ai pas demandé de me caser avec quelqu'un. Elle a répondu immédiatement. J'essaie de t'aider. Un homme a besoin de stabilité. J'ai fermé mon téléphone, et je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai terminé la migration d'un serveur, sans aucune interruption de service. Mon équipe a inondé Slack d'émojis de célébration. Je me suis préparé un thé, je me suis assis sur le sol de mon studio. Et j'ai ouvert Zillow, un site immobilier. Pas pour Rachel, mais pour moi. Je ne courais pas après une maison. J'augmentais, simplement, mon niveau d'exigence. Tout s'est accéléré, 7 mois après que j'ai ouvert Zillow pour la première fois. Diane m'a de nouveau promu, au poste de directeur principal. Cette fois, mon salaire est passé à 152,000 $, plus une prime. Mon compte d'investissement, que je nourrissais discrètement depuis 2 ans et demi, avait presque doublé. Le tableau de bord que j'avais créé, à 1h40 du matin, par une froide nuit d'octobre, a cessé de sembler théorique, pour devenir inévitable. Le samedi matin, je conduisais seul, avec un café dans le porte-gobelet. Mon téléphone sur silencieux, et sans aucune musique. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Diane, ni à l'oncle Robert, ni à un seul ami. Je ne cherchais ni approbation, ni conseil. Je ne savais pas encore avec certitude si je cherchais une maison. Je cherchais, en réalité, un sentiment. Et je l'ai découvert, sur une colline de West Hills. 5 chambres, une terrasse panoramique qui surplombait une vallée de sapins de Douglas. Les baies vitrées du salon transformaient le coucher du soleil en un mur cuivré, aux reflets ambrés. Des parquets en bois dur, qui craquaient juste assez pour paraître authentiques. Une cheminée en pierre. Un îlot de cuisine assez grand pour que 6 personnes puissent s'y asseoir, sans se sentir à l'étroit. Le prix affiché était de 985 000 $. J'ai fait les calculs, 2 fois. La 3e fois, j'ai appelé mon conseiller financier, j'ai passé en revue les pires scénarios. Et j'ai tout soumis à un test de résistance. Quand j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient pas. C'est comme ça que j'ai su. J'ai appelé l'agent immobilier, et j'ai fait une offre. 4 semaines plus tard,
j'étais assis dans le bureau du notaire, apposant ma signature 52 fois. Ils ont fait glisser un dossier de l'autre côté de la table, et ont posé une seule clé dessus. Je l'ai ramassée. Elle était encore chaude, du contact de la main de l'agent. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de texto à Andrew. Je n'ai rien posté en ligne. Je suis allé directement à la maison. La porte d'entrée s'est ouverte sans effort, comme si elle n'attendait que ça. À l'intérieur, les pièces étaient immenses, et vides. Mes pas résonnaient sur le parquet en chêne. Les dernières lueurs du jour ont glissé sur le mur du fond, pour venir mourir sur le sol. Une reconnaissance silencieuse. Je suis resté là, debout, pendant un long moment, sans sourire ni célébrer la chose, me contentant simplement de respirer. J'ai emménagé un samedi, au début du mois de janvier. Pas de camion de déménagement, pas de fanfare, juste ma Civic. Rempli à ras-bord avec ce qui comptait vraiment, des vêtements, un ordinateur portable. Un carton de livres, et une poêle en fonte qui avait survécu à 5 appartements. La maison résonnait, pendant que je la parcourais. La lumière du soleil se déversait à travers la baie vitrée, créant de longs rectangles sur le sol nu. Dehors, les arbres se balançaient, sous une brise fraîche. Je les meublais, petit à petit. D'abord, un canapé gris foncé, dans lequel on pouvait s'enfoncer. Ensuite, un cadre de lit, et une table de cuisine en érable massif. Trouvée dans une vente de succession, lourde et pleine de cicatrices. J'aimais bien ses éraflures. Elle lui donnait un air de chose méritée. Un week-end, j'ai repeint le mur du salon, derrière la cheminée, en blanc chaud. 2 couches, les bras douloureux, et de la peinture sur les jointures de mes mains. Ça m'était bien égal. La seule personne que j'ai invitée à la maison, fut Diane Whittaker. Elle s'est tenue dans l'entrée, admirant le plafond, la vue, et le silence. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment. C'est absolument magnifique, a-t-elle fini par dire. Est-ce que ta famille est au courant? Pas encore. Elle a regardé mon visage, puis elle a hoché la tête. Tu ne les punis pas, en gardant ça secret. Tu te protèges. Peut-être. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas leur donner un autre prétexte pour me critiquer. Après le départ de Diane, ce soir-là, j'ai rangé l'acte de propriété dans le tiroir de mon bureau. Je ne m'en rendais pas encore compte. Mais ce tiroir allait contenir bien plus que de la simple paperasse. Il allait contenir la vérité. Je n'ai pas parlé de la maison à ma famille. Il n'y a eu aucune annonce, aucune gaffe accidentelle. Et aucune miette laissée sur les réseaux sociaux, que ma mère aurait pu suivre et interpréter. Ce silence était intentionnel. Cette fois-ci, le silence ne signifiait pas une absence. C'était un positionnement. J'attendais, simplement, le bon moment pour abattre ma carte. Ce moment est arrivé, pendant la période de Pâques. Andrew nous a reçus, comme il le fait toujours. Il y avait 22 personnes, sous le même toit. Des enfants jouaient par terre. Les adultes tenaient leur verre de vin, et donnaient leur opinion sur tout. Ma mère se déplaçait dans la maison comme si elle lui appartenait. Commentant chaque amélioration qu'Andrew y avait apportée. Comme si c'était elle qui avait signé les chèques. Je suis resté jusqu'au dîner. J'ai écouté. J'ai souri, quand c'était nécessaire. Je suis parti tôt. Cette partie de mon comportement les a surpris. Caleb part toujours tôt, a déclaré ma mère, assez fort pour que toute la pièce l'entende. C'est sa façon d'être. J'avais à moitié enfilé mon manteau, quand je me suis retourné. Au fait, Andrew, ai-je dit, d'un ton léger, comme si je venais d'y penser. Tu devrais passer chez moi un de ces jours, pour prendre un thé. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas de manière spectaculaire, juste ce qu'il fallait. Chez toi, a répété Andrew. Oui, ai-je dit. J'ai déménagé, récemment. Rien de fou. Ma mère a froncé les sourcils. Déménager où? C'est allé très vite, ai-je expliqué. Je t'enverrai l'adresse par texto. Andrew a ri nerveusement,
hésitant. Tu gardes la maison de quelqu'un, ou un truc du genre? Non, ai-je dit, c'est à moi. La graine était plantée. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas développé. Je n'ai pas défendu ma déclaration. Je l'ai simplement laissé exister dans l'air. Samedi à 14h30, ai-je ajouté. Si tu es libre. Andrew a hésité. Il a regardé ma mère. Elle lui a rendu son regard, d'un air calculateur. Quelque chose n'était plus dans le scénario. Et elle n'aimait pas du tout ne pas connaître ses répliques. D'accord, a-t-il fini par dire. Je viendrai. Super, ai-je répondu. Apporte du café si tu veux, ou n'en apporte pas. J'ai enfilé ma veste, et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je pouvais déjà entendre ma mère réajuster le tir. Il loue probablement autre chose, s'est-elle empressée de dire. Vous savez comment il est. Mais j'ai capté autre chose, juste avant que la porte ne se referme. L'oncle Robert, assis dans son coin, a croisé mon regard, et m'a adressé un unique sourire. Cette semaine-là est passée lentement. Le samedi matin, j'ai fait le ménage, non pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. J'ai passé l'aspirateur sur des sols qui n'en avaient pas besoin. J'ai essuyé un îlot en granit, que personne n'avait touché. J'ai posé 2 tasses, sur la table de la cuisine. Au bord du comptoir, un tintement s'est fait entendre. Mon téléphone a vibré. Andrew, je suis en route. C'est quoi l'adresse, déjà? Je la lui ai envoyée. Une pause. Puis, un autre message, West Hills. C'est un beau quartier. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la bouilloire à chauffer, j'ai disposé les scones sur une assiette, et j'ai attendu. Andrew est arrivé à 14h17. Je connais l'heure exacte, parce que je me tenais déjà près de la fenêtre. Quand j'ai entendu le gravier crisser sous ses pneus. Son SUV s'est arrêté au bord de l'allée, et il est resté là, le moteur tournant. Bien visible depuis le salon. Je pouvais le voir à travers son pare-brise, fixant la maison. Comme si elle venait de violer une sorte de règle interne, avec laquelle il avait toujours vécu. Il n'est pas descendu tout de suite. 45 secondes se sont écoulées, puis d'autres encore. Finalement, le moteur s'est arrêté. Il est sorti. Ses clés étaient toujours dans sa main, et il a levé les yeux vers la façade de la maison. Les fenêtres, la terrasse, la pente de la colline, juste derrière. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis s'est refermée. J'ai ouvert la porte, avant même qu'il ne sonne. Salut, ai-je dit. Tu as trouvé. Il a remonté l'allée lentement, comme si le sol risquait de se dérober sous ses pieds. Lorsqu'il est entré, il s'est arrêté net dans le hall. Le plafond s'élevait, haut, au-dessus de lui. L'escalier s'arrondissait sur la droite. Droit devant, le salon s'ouvrait sur le verre et le ciel. C'est. Il a tourné sur lui-même, lentement. C'est chez toi. Ouais. Il a avancé, sans même retirer ses chaussures, a traversé le salon. Et a posé sa main sur la cheminée en pierre. Comme s'il avait besoin de toucher quelque chose de solide. Ensuite, il s'est approché de la baie vitrée, et a contemplé la vallée. Comment, a-t-il fini par demander. J'ai travaillé, ai-je répondu. J'ai économisé. Il a ri, une seule fois. C'est mal sorti. Un rire trop sec. Non, je veux dire, comment as-tu pu te payer ça? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé dans la cuisine, j'ai versé l'eau chaude sur le thé. Et j'ai posé les 2 tasses sur la table. Je pensais que tu étais en location, a-t-il dit, en me suivant. Maman disait que tu l'étais. Je l'étais. Maintenant, je ne le suis plus. Il s'est assis lourdement sur l'une des chaises, les coudes sur les genoux, les mains jointes. J'ai vu ses doigts commencer à trembler. Ça n'a aucun sens, a-t-il murmuré. Je veux dire, c'est moi qui ai la maison, les enfants. Puis, il s'est arrêté de lui-même. Ensuite, il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas.
Il a sorti son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'écran. Comme s'il refusait de faire ce qu'il lui demandait. Il a quand même appuyé sur le bouton d'appel. Une sonnerie, puis deux. Maman, a-t-il dit, dès qu'elle a décroché. Sa voix s'est brisée immédiatement. Il faut que tu viennes ici, tout de suite. J'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur, perçante et alarmée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Viens, c'est tout, a-t-il répondu. Je t'envoie l'adresse. Il a raccroché, et a fixé la table. La vapeur des tasses s'élevait en volute, entre nous. Tu n'en as parlé à personne, a-t-il dit doucement. Non. Pourquoi? J'ai croisé son regard. Parce que je voulais que tu le voies, avant d'en entendre parler. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Pas de la jalousie, ni de la colère. De la désorientation. Celle qui survient lorsque l'histoire dans laquelle vous avez vécu toute votre vie ne correspond soudainement plus à la pièce dans laquelle vous vous tenez. Il s'est adossé à sa chaise, et s'est couvert le visage des deux mains. Dehors, les arbres s'agitaient sous le vent. À l'intérieur, quelque chose de fondamental était en train de se fissurer. Et ma mère était déjà en route. Ma mère est arrivée en 17 minutes. C'est rapide, si l'on considère qu'elle vivait à l'autre bout de la ville, et qu'on était un samedi. Elle a dû conduire comme si la maison était en feu. J'ai entendu ses talons, avant même de la voir. Des bruits de pas nets, décidés, sur le chemin de pierre. Mon père suivait, quelques pas derrière. Plus lent, incertain. Andrew a ouvert la porte, avant que je ne puisse le faire. Entre, lui a-t-il dit. Il faut que tu vois ça. Ma mère est entrée dans le vestibule, et s'est arrêtée net. Elle n'a rien dit. Pas dans l'immédiat. Elle a d'abord contemplé le plafond, puis l'escalier, puis le salon, le mur de verre. Et la vallée qui s'étendait au-delà. Son visage a pâli, puis a rougi. Comme si son corps essayait de décider quelle réaction était la plus prudente. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle fini par demander. Ma maison, ai-je répondu. Bienvenue. Elle a avancé, touchant les objets au passage, le dossier du canapé, la pierre de la cheminée. Le bord d'une bibliothèque. Elle s'est approchée du mur de verre, et a regardé dehors, la respiration courte. Mais tu n'as jamais rien dit, sa voix est devenue un filet. Comment as-tu pu te payer? Je suis directeur principal dans mon entreprise, ai-je dit calmement. Je le suis depuis 1 an. Mon salaire, et mes investissements, ont couvert les frais. Elle s'est retournée brusquement. Depuis quand? Depuis que tu as arrêté de me poser des questions sur mon travail. Mon père se tenait toujours sur le pas de la porte. Il n'était pas allé plus loin. Ses yeux étaient humides. Ses mains tremblaient. Je suis fier de toi, mon fils, a-t-il dit doucement. C'était la première fois qu'il me disait ça, de toute ma vie d'adulte. Ma mère s'est tournée vers lui, en un éclair. Étais-tu au courant de ça? Non, a-t-il répondu. Je ne l'étais pas. Puis, il a fait une chose que je ne lui avais jamais vu faire. Il a traversé la pièce, et m'a pris dans ses bras. Ça n'a pas été bref. Ce n'était pas pour faire bonne figure. Ses bras se sont enroulés autour de moi, et sont restés là, tremblant contre mon dos. Il sentait la sueur de bois et l'après-rasage, exactement comme lorsque j'étais enfant. Quand il m'a lâché, l'atmosphère de la pièce avait changé. Andrew était maintenant assis au bord du canapé, fixant le sol. Ma mère se tenait à l'écart de nous tous, près de la fenêtre, les bras le long du corps. Je ne comprends pas, a soudainement lâché Andrew. Il a levé les yeux vers moi. Comment as-tu pu économiser autant? Tu avais des prêts étudiants. Des prêts énormes. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Il a froncé les sourcils. Maman nous a dit que les 2 fonds d'études avaient été perdus sur le marché. J'ai croisé son regard. Le tien, non. L'air est devenu irrespirable. Andrew s'est tourné vers elle. Quoi?
La mâchoire de ma mère s'est crispée. C'est ridicule. Qui t'a raconté ça? J'ai mentionné quelqu'un qui était présent. L'oncle Robert. Elle a prononcé son nom, comme s'il avait un goût amer. Robert a toujours cherché à détruire cette famille. La porte d'entrée s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné. L'oncle Robert est entré, le vent soufflant encore dans sa veste. Il tenait une simple enveloppe blanche. Il ne m'a pas regardé en premier. Il a regardé ma mère. « Salut », a-t-il lancé calmement. La circulation était compliquée. Il s'est approché de la table de la cuisine, et a posé l'enveloppe entre la théière. Et les scones intacts. Personne n'a bougé. Après un long silence, je l'ai ouverte. J'ai sorti mon relevé bancaire, et je l'ai posé à plat, sur la table. Pacific Northwest Federal Credit Union, ai-je lu. Le compte de tutelle a été ouvert en 2006. Bénéficiaire, Caleb Monroe. Tuteur, Evelyn Monroe. J'ai fait glisser mon doigt, le long de la page. 9 avril, 47 920 $. Retrait total. Evelyn Monroe a donné son consentement. J'ai regardé Andrew. 2 semaines plus tard, ton apport personnel était validé. Andrew s'est levé lentement, et a pris le papier. Son regard a fait des allers-retours, pendant qu'il lisait. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Maman, a-t-il dit doucement. Tu m'avais dit que c'était tes économies. J'ai fait ce qui était le mieux pour la famille, a-t-elle rétorqué sèchement. Pour moi, a-t-il corrigé. Tu as fait ça pour moi. Mon père s'est laissé tomber lourdement sur une chaise. Son visage s'est affaissé. Tu m'avais dit que le fond s'était effondré, a-t-il murmuré. Tu m'as montré un relevé. Robert a croisé les bras. Elle t'a montré le résumé. Le vrai relevé est juste là. Sa signature est dessus. Ma mère a tenté, une dernière fois, de reprendre le contrôle. Après tout ce que j'ai fait pour vous, m'a-t-elle lancé. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. J'ai maintenu cette famille unie. J'ai hoché la tête. Tu l'as fait. Et je suis reconnaissant, pour ce qui était vrai. Elle a ouvert la bouche. J'ai levé une main, sans colère, mais avec fermeté. Mais tu m'as aussi volé, et tu as menti à ce sujet, pendant 14 ans, ai-je expliqué. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. La pièce est devenue totalement silencieuse. Ma mère n'avait plus aucun scénario en réserve. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait plus de public. Je n'ai pas élevé la voix. C'est cette partie-là, qui a surpris tout le monde. La colère aurait été logique. Des cris auraient été normaux. Ma mère avait survécu, pendant des décennies, en partant du principe que, si le ton montait suffisamment, elle pourrait détourner la conversation. Je n'allais pas lui offrir cette opportunité. Je ne demande pas qu'on me rende mon argent, ai-je déclaré. Andrew m'a lancé un regard perçant. Mon père a fait de même. Ma mère s'est figée, comme si elle avait mal entendu. Je n'en ai pas besoin, ai-je poursuivi. J'ai créé tout ceci, sans cet argent. J'ai fait un geste englobant la pièce. Pas un grand geste. Juste ce qu'il fallait. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, ai-je précisé. Cependant, vous ne pouvez pas prétendre que ma démarche est motivée par la cupidité. Ou par le ressentiment. C'est uniquement une question de vérité. Ma mère a inspiré profondément, se préparant à une nouvelle ligne de défense. Je ne lui en ai pas laissé le temps. Ce qui a changé aujourd'hui, ai-je expliqué, c'est l'histoire elle-même. Je me suis d'abord concentré sur Andrew. Tu n'as pas le droit de te sentir coupable à ma place, lui ai-je dit. Cependant, tu dois arrêter de faire comme si tu avais mérité tout ça par tes propres moyens. Alors que ce n'est pas le cas. Il a hoché la tête, une fois, la mâchoire serrée. Il a refusé de se disputer, car il avait honte. Je me suis ensuite tourné vers mon père. Tu n'as plus le droit de rester silencieux, lui ai-je dit avec douceur. Le silence n'est pas de la neutralité. C'est un choix,
et il m'a coûté bien assez cher. Il a baissé les yeux. Il n'a pas dit non. J'ai finalement fait face à ma mère. Cette maison n'est pas une scène de théâtre, lui ai-je expliqué. Si tu viens ici, tu es une invitée, et non la narratrice. Elle m'a dévisagé, les lèvres pincées. Tu ne peux plus dire aux gens que j'ai des difficultés, alors que ce n'est pas vrai. Ai-je continué. Tu ne peux plus réécrire ma vie. Pour mettre quelqu'un d'autre en valeur. Tu n'as plus l'autorité pour faire de moi un exemple à ne pas suivre. Ou un cas de charité. Sa voix a semblé toute petite. J'ai essayé de te motiver. Non, ai-je répondu calmement. Tu avais juste le contrôle sur l'histoire. Les mots ont fait mouche, clairs et indéniables. Je ne vais couper les ponts avec personne, ai-je dit. Cependant, j'établis de nouvelles règles, de l'honnêteté, pas de conversation en aparté. Et plus aucun appel inquiet aux membres de la famille pour parler de ma vie. J'ai fait une pause. Et si ces règles ne te conviennent pas, ai-je précisé. C'est très bien. Tu ne mettras simplement plus les pieds ici. La théière a émis un léger cliquetis, en refroidissant. Personne n'a contesté, car il ne restait plus rien à contester. Les retombées ne se sont pas produites d'un seul coup. Elles se sont propagées, comme la vérité le fait toujours dans des familles comme la mienne. Discrètement, de biais. Portées par des appels téléphoniques qui n'étaient jamais censés aller bien loin. Le dimanche soir, tout le monde savait ce qu'Andrew avait raconté à sa femme. Elle avait informé sa sœur. Cette sœur avait informé son mari. Dès le lundi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tante Lorraine a été la première. Caleb, a-t-elle dit, hors d'haleine. Ta mère nous avait dit que tu galérais. Pendant des années, nous n'avons rien su. Je n'ai pas corrigé son ton. Je n'en avais pas besoin. Je sais, lui ai-je répondu. L'oncle Harold a appelé ensuite. Gamin, pourquoi tu n'as rien dit? Il y a eu un blanc au bout du fil. Un long blanc. M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. La cousine Émilie m'a envoyé un texto, je suis malade d'y penser. Je m'excuse pour toutes les fois où j'ai proposé une aide dont tu n'avais pas besoin. Ce qu'aucun d'entre eux n'a dit, mais que tout le monde a compris. C'est qu'ils n'avaient pas simplement été mal informés. Ils avaient été manipulés. Ma mère avait longtemps contrôlé le récit familial, et personne ne l'avait jamais remis en question. Elle n'avait aucunement besoin de mentir de façon dramatique. Elle procédait à de légères retouches, un cadrage en douceur. Utilisant l'inquiétude plutôt que l'accusation. Au moment où la vérité a éclaté. Il est devenu évident que cette histoire avait été entretenue avec un soin extrême. Et une fois brisée, elle ne pouvait plus être réparée. La famille a commencé à appeler ma mère, non pas pour la réconforter, mais pour lui poser des questions difficiles. Elle était désormais incapable de détourner les questions par un rire. Ou par un changement de sujet. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que le fonds avait été retiré? Pourquoi Caleb pensait-il que l'argent avait disparu? Pourquoi Andrew croyait-il que c'était tes propres économies? Ces réponses n'étaient plus aussi efficaces qu'auparavant. Il a toujours été jaloux. Robert en fait des tonnes. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Il y avait un relevé bancaire sur la table de ma cuisine, avec sa signature à la fin. L'encre a ce pouvoir formidable de mettre fin au débat. Les appels ont ralenti, puis se sont arrêtés. Lorraine ne l'a pas invité à son club de lecture, ce mois-là. Harold ne lui a pas demandé de planifier le barbecue du 4 juillet. Une cousine l'a discrètement retiré du groupe de discussion familiale. Auquel je n'avais d'ailleurs jamais été ajouté, pour commencer. Ma mère n'a pas explosé de colère. Elle n'a affronté personne. Elle a simplement cessé de respirer, au sens figuré. Le téléphone a arrêté de sonner. Les invitations se sont taries. Son autorité, vieille de plusieurs décennies, s'est dissipée, sans la moindre cérémonie. Andrew, lui aussi, a pris ses distances. Cette fois-ci, par confusion, plutôt que par colère.
Le sol sur lequel il s'était tenu, pendant toute sa vie d'adulte, s'était dérobé. Et il ne savait plus vraiment où poser les pieds. Pour la première fois, ma mère n'était plus le centre de l'attention de la pièce. Elle n'était plus qu'une personne parmi d'autres, attendant qu'on l'appelle. Mais personne ne composait son numéro. Le silence qui a suivi, n'a pas été paisible. Il a été étrange, pendant plusieurs semaines. Mon téléphone est resté la plupart du temps silencieux. Il n'y avait plus de messages pour prendre de mes nouvelles, déguisées en une fausse inquiétude. Il n'y avait plus de nouvelles de la famille, filtrées par la voix de ma mère. Seulement de l'espace. Au début, j'ai eu l'impression que quelque chose manquait. Puis, j'ai réalisé ce que c'était, la pression. Andrew a été le premier à me contacter. Il n'a pas appelé. Il m'a envoyé un texto, « Voudrais-tu qu'on aille prendre un café un de ces jours ?» Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés à mi-chemin entre nos maisons, en terrain neutre. Un petit café, avec des tables bancales, et un expresso assez fort pour briser n'importe quel déni. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue due au surmenage. Mais le genre de fatigue de quelqu'un qui s'effondre de l'intérieur. Je n'arrête pas de repasser le film dans ma tête, a-t-il dit, après un long silence. Maman parlait du relevé bancaire, comme si ce n'était rien du tout. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai jamais demandé d'où venait l'argent, a-t-il continué. Je voulais tellement cette maison. Je voulais avoir l'impression d'avoir réussi. Et maman a fait en sorte qu'il soit facile, pour moi. D'éviter de regarder les choses de trop près. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, lui ai-je répondu. Ça fait juste de toi un être humain. Il a dégluti. Ça fait de moi un complice. Nous sommes restés là, avec cette pensée. Sans accuser, sans pardonner, simplement en étant honnête. Je n'ai pas besoin que tu te punisses, lui ai-je expliqué. J'ai juste besoin que tu arrêtes de faire semblant que nous sommes partis de la même ligne de départ. Il a hoché la tête, une fois. C'était suffisant, pour le moment. Une semaine plus tard, l'oncle Robert est arrivé avec une bouteille de vin. Et ce même sourire discret. Qu'il affichait toujours quand il en savait bien plus qu'il ne le disait. Nous nous sommes assis sur la terrasse, alors que le soleil se couchait sur la vallée, teintant les arbres de cuivre et de gris. Il a dit, « Ta grand-mère aurait adoré cet endroit. » Je l'ai regardé. Il a hoché la tête. Grand-mère Eleanor. C'est elle qui a créé ton fonds d'études, avec $60 par mois. Pris sur son chèque de sécurité sociale. Elle a dit à ta mère que c'était pour ton éducation. Sans aucune exception. Quelque chose, dans ma poitrine, s'est brisé pour s'ouvrir. Pendant toutes ces années, je pensais que personne ne veillait sur moi. Que personne ne tenait les comptes. J'ai éclaté en sanglots, à cet instant précis. Pas de colère, mais de soulagement, sachant que, même si l'histoire autour de moi avait été réécrite, la vérité avait été plantée très tôt. Et patiemment. Robert n'a rien dit. Il s'est contenté de faire glisser une serviette en papier, vers moi, à travers la table. Andrew et moi avons commencé à nous voir une fois par mois, suite à cela. Au début, c'était maladroit, mais c'est vite devenu plus facile, non pas pour reconstruire le passé, mais pour créer quelque chose de nouveau. Je n'avais pas encore pardonné à ma mère, mais je n'entendais plus sa voix dans ma tête. Et c'était le début de la guérison. L'été est arrivé sans bruit. Aucune annonce ni aucun événement marquant n'ont été partagés dans les groupes de discussion. Les jours se sont simplement empilés les uns sur les autres. Dans le meilleur sens du terme, réguliers, et sans rien d'exceptionnel. Un mercredi matin, en juillet, Diane Whittaker m'a demandé de rester sur un appel Zoom. Après que tout le monde se soit déconnecté. L'écran est devenu noir, à l'exception de sa vignette. Elle a ajusté ses lunettes, et a souri, comme si elle connaissait déjà la réponse à une question. Nous sommes en train de restructurer, a-t-elle expliqué. Les opérations de sécurité sont désormais menées à l'échelle de toute l'entreprise. Je veux que tu en prennes la direction.
Elle n'a pas enjolivé la chose. Elle n'en avait pas besoin. Vice-président des opérations de sécurité, avec un portefeuille de plusieurs millions. Et une équipe répartie sur 4 bureaux. Une véritable autorité, pas un titre symbolique. J'ai accepté. Je l'ai remercié. J'ai fermé mon ordinateur portable. Et c'est tout. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai pas appelé ma famille. Je ne l'ai même pas annoncé à Andrew, dans l'immédiat. Certaines choses ont une saveur différente, lorsqu'elles vous appartiennent d'abord. Avant que quiconque ne puisse y réagir. La maison s'est installée dans la routine. Des matinées sur la terrasse avec un café, et un brouillard bas accroché à la vallée. Des soirées avec le feu allumé. Les fenêtres entr'ouvertes, juste assez pour laisser entrer l'odeur de la pluie, et des pins. J'ai remplacé le robinet qui fuyait. Mon père et moi avons réparé la rambarde de l'escalier, un après-midi, sans dire grand-chose. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas expliqué. Il est juste venu m'aider. Ma mère a appelé, une seule fois, à la fin du mois d'août. J'ai laissé l'appel partir sur messagerie. Sa voix m'a semblé plus frêle que dans mes souvenirs. J'ai entendu dire que tu allais bien, a-t-elle dit. J'en suis heureuse. Je ne l'ai pas rappelé. Pas par rancune, mais par lucidité. Je n'étais pas prêt à la laisser raconter ce chapitre de ma vie, même en silence. Andrew et moi avons continué nos cafés mensuels. C'est moins pesant, aujourd'hui, plus vrai. Il a arrêté d'être en compétition. J'ai arrêté d'être sur mes gardes. La vie que je m'étais construite n'avait plus besoin d'être défendue, ou exhibée. Elle existait, que quelqu'un la reconnaisse, ou non. Et c'était ça, la véritable victoire. Non pas le titre, le salaire, ou la maison sur la colline. Mais la liberté de me sentir bien dans ma propre peau, sans attendre la permission de personne. Je suis assis dans mon salon, en train de vous raconter ça. Le feu crépite. Une tasse de café, sur la table d'appoint, est devenue tiède. Parce que j'ai parlé bien plus longtemps que je ne l'avais prévu. Dehors, la vallée est d'un gris vert, sous des nuages bas, et les arbres se balancent lentement. Car le vent n'arrive pas à se décider sur la direction à prendre. Pendant longtemps, ma mère a mesuré le succès en mètres carrés. Mon frère le mesurait par la comparaison. Mon père le mesurait en maintenant la paix, ce qui, je l'ai découvert, n'est pas du tout la même chose que de protéger les siens. Et pendant des années, j'ai vécu ma vie en silence. Pas le genre de silence qui cache, mais le genre de silence qui bâtit. Je ne déteste pas ma mère. La haine, c'est lourd à porter, et j'en ai déjà porté bien assez. Je ne déteste pas mon frère non plus. Il fait des efforts maintenant, de façon maladroite et imparfaite. Mais ça compte pour quelque chose. J'ai arrêté d'attendre. D'attendre l'approbation. D'attendre que la justice triomphe. D'attendre que quelqu'un d'autre raconte l'histoire de ma vie, correctement. J'ai créé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer, mais pas pour les punir. Non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que je mérite de vivre une vie qui n'a pas été prédéterminée par quelqu'un d'autre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à la dure, c'est celle-ci. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, tout est une question de stratégie. Vous n'êtes pas obligé de confronter qui que ce soit, mais vous devez, à vous-même, de connaître la vérité. Et les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes, équipées de meilleures serrures. Si quoi que ce soit de tout cela a résonné en vous, dites-moi quelle phrase vous a le plus marqué dans les commentaires. Je les lis tous.